Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on se plonge au cœur d'un traitement qui a changé la vie de beaucoup, qui s'appelle le lithium, avec Michael. Et je te laisse te présenter, Michael. Bonjour, du coup je suis Michael Sikora, je suis psychiatre et patient bipolaire, et d'abord patient bipolaire et après psychiatre, hein, ça s'est fait dans ce sens-là, et sous lithium, donc en fait il y a tout ce qu'il faut là, il y a la triplette. C'est ça, je pense que là-dessus, tu connais Voilà. du coup les deux côtés et c'est ça qui va être très intéressant justement dans notre conversation. Déjà, peut-être revenir un petit peu aux bases. Qu'est-ce que c'est que le lithium? Euh, alors sur le plan moléculaire, c'est un ion élémentaire, et donc ça ressemble au potassium ou au sodium. Et donc, c'est quelque chose qui est naturellement présent mm, sur Terre et dans le corps humain. Et donc, en fait, c'est un médicament qui, par opposition à d'autres, on va ne faire qu'augmenter les concentrations de quelque chose qu'on a déjà de base, comme la mélatonine. Et donc, ne serait-ce que sur ça, c'est un peu différent du reste. Et ça n'a rien à voir avec le lithium des batteries, parce que les patients souvent posent la question. C'est pas pareil. Voilà. C'est pas la même chose. Mais à la base, c'est ça, c'est un ion élémentaire un peu omniprésent sur la planète, hein. Donc en fait, on en trouve partout, c'est ça? C'est assez simple comment ça se passe d'ailleurs? Comment on en récolte dans la nature? Et bon, en fait, c'est notamment dans la flotte et dans l'alimentation. Et il y a des pays où les minéraux, les roches sont plus remplies en lithium que d'autres. Et dans ces villes-là, il y a des études qui ont montré qu'il y avait moins de suicides, notamment. Ça, c'est le côté biologique du lithium. Donc, en fait, on en a tous un petit peu, et dans les pays, dans les villes en altitude, il y a certaines villes où ils ont fait ça. Au Japon, où il y en a un peu plus que d'autres, et donc les habitants consomment des taux de lithium un peu plus élevés dans le sang. Et donc c'est une sorte de roche, c'est ça qu'on récupère et qu'ensuite comment Bon, en ça fait, l'eau va couler et va suivre le cycle habituel, et donc va récolter, s'enrichir un petit peu de lithium en faisant son chemin, et puis ça arrive dans le robinet, il y en a un petit peu plus. et ce qu'on prend en tant que médicament, c'est comment on synthétise ça? Comment ça se passe? Alors là, c'est une bonne question. Je sais pas du tout comment ils le fabriquent. Il est associé, parce qu'on peut pas avoir du lithium tout seul comme ça. Il faut qu'il y ait un composant avec. Et du coup, nous, ce qu'on a en France, c'est du carbonate de lithium. Et donc, c'est quelque chose qui est additionné au lithium pour que le résultat soit stable. Mais comment est-ce qu'ils le fabriquent? Je sais pas du tout. C'est une bonne question. C'est une excellente question. Je saurais pas dire. Ouais. On ira creuser sur le sujet. Mais parce que c'est vrai que c'est un médicament, j'ai l'impression, qui est énormément prescrit pour nous, les personnes bipolaires. Moi, je connais pas mal de monde d'ailleurs qui prennent du lithium. Et il y a du coup un certain nombre de bienfaits. Est-ce que tu peux peut-être les évoquer, justement, de pourquoi est-ce que c'est pertinent? Alors, je tiens à faire le entre guillemets parce que au final, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est aussi psychiatre et qui est en tant que patient, un peu les deux côtés. Et nous, dans notre manière de penser, c'est que bah, en fait, le patient peut parler à son psychiatre et peut lui demander certaines choses. Maintenant, c'est la relation entre les deux qui va amener à prendre les bonnes décisions, et notamment les bonnes décisions médicamenteuses et la prise ou pas justement de lithium. Mais est-ce que tu peux nous expliquer peut-être quels sont les bienfaits du lithium pour les personnes bipolaires? Alors, on n'a pas 2 heures, donc il faut que je choisisse. Je pense que ce que les gens doivent savoir, et s'il y a un truc dont ils doivent se souvenir, c'est que le lithium, ça coûte pas un pécos. Ça coûte que dalle. Quand je vais à la pharmacie prendre ma boîte de lithium, ça coûte 2,50 € la boîte. Personne ne se fait des frics sur le lithium.
Il n'y a plus d'études sur le lithium. Il y a un laboratoire qui est en train de sortir, voir s'il y a un peu un lithium qui se libère un peu mieux, là, qui serait une révolution à mon avis. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, il n'y a plus d'argent. Donc, les études que vous voyez aujourd'hui sur le lithium, c'est soit le labo qui essaye de comparer au lithium, mais les labos, ils en ont un peu peur dans le trouble bipolaire, parce que si jamais on se rend compte qu'il y a un médoc à 2 euros qui marche mieux que leur truc à 500 balles par mois, c'est un désastre financier. Et en fait, les dernières études qu'on a sur le lithium, c'est soit des études épidémiologiques où on a regardé 50 000 patients et on se rend compte qu'ils vont mieux, soit des études randomisées, double aveugle, machin, mais c'est des vieux bitoniaux et on considère que c'est plus bon. Et donc, en fait, c'est dénoué de conflits d'intérêts, le lithium. Et ça, c'est essentiel parce que les patients sont victimes des conflits d'intérêts des psychiatres. C'est inéluctable. C'est pas les psychiatres qui sont des vendus, mais toutes les molécules qui sont sorties après le lithium ont été étudiées dans des études qui sont trichées. C'est biaisé. Il y a des petites astuces à droite à gauche que je vous épargne ici, mais le lithium se bat à armes inégales. Par exemple, le lithium, souvent, il est comparé sur des patients en intra-hospitalier, en secteur, en psychiatrie qui sont pas bien, alors que les nouveaux traitements, ils sont comparés sur des patients en extra-hospitalier, donc ils sont moins graves. Et en fait, il y a des astuces comme ça, la liste est sans fin. Le lithium, c'est le seul traitement, ou presque, dans le trouble bipolaire qui modifie la maladie. C'est ce qu'on a qui se rapproche le plus de quelque chose de curatif. C'est-à-dire que là où la kétiapine, allez, là où le Dépacote ou l'olanzapine ou la Abilify qui a un nom superbe, hein, tu as envie de te faire abilifailler toute la journée. Donc moi, aux patients, je leur dis aripiprazole parce que ça fait moins rêver que la Abilify. Ils me disent, ouais, c'est con, mais le lithium, ça donne pas forcément envie. Et là où ces traitements sont symptomatiques, où ça empêche de saigner si tu as une plaie, le lithium se rapproche le plus de je fais l'opération pour que ça marche sur la durée. Et du coup, le plus important avec le lithium, c'est que c'est lent. C'est lent, ça prend un temps de dingue. Il faut faire le signal, puis il faut que les gènes se modifient, fait que s'expriment, puis il faut que les protéines se fassent, etc. Et en fait, les gens progressent avec le lithium sur les premiers mois, voire les premières années. Et donc, ça prend un temps de dingue. Et du coup, il faut un psychiatre avec lequel il y a une accroche qui se fait. Parce qu'il n'y a personne qui prend un médoc où le psychiatre dit, écoutez, mon garçon, je vous file un truc, ça marche peut-être dans quelques semaines, mais au début, ça ne fera pas grand-chose. Ou alors, vous n'aurez éventuellement que les effets secondaires, parce que les effets secondaires, on les a tout de suite, et les effets bénéfices, on les a dans les semaines qui viennent. Mais donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que, c'est la molécule la plus dénuée de conflits d'intérêts et la plus, où le niveau de preuve est le plus prononcé. 2, c'est celle où les gens se suicident le moins. Il y a le moins de suicides aboutis avec le lithium. Là, ils sont en train de faire tout un trip avec la eskétamine, mais la eskétamine, le nombre de suicides aboutis n'est pas plus faible, hein. Les gens ont moins d'idées suicidaires en 24 heures, mais 3 ans plus tard, le taux de suicide n'a pas baissé avec la eskétamine, voire même, parfois il est un peu plus élevé, mais là on va rentrer dans des trucs polémiques. Donc sur le suicide, c'est inégalé le lithium. Sur l'effet sur le long terme en termes de prévention des phases hautes et basses, c'est inégalé. Il n'y a pas de conflit d'intérêt et ça, il faut être psychiatre pour se rendre compte de l'impact majeur des laboratoires en France. Ça donne le tournis et c'est la molécule où les gens vivent le plus longtemps en psychiatrie, qu'on soit atteint de troubles bipolaires ou non. Quand vous avez du lithium, vous êtes dans les patients qui vivent le plus longtemps. C'est ce qui réduit le risque de démence parce que, mauvaise nouvelle, le risque de démence triple quand on est atteint d'un trouble bipolaire et le lithium permet de diminuer ce risque par 2. Donc si le lithium aujourd'hui était une nouvelle molécule, on en aurait peut-être dans les labos arriveraient à nous le mettre dans les petits déj tellement ça marche. Mais c'est perdu de vue. En France, on n'en prescrit pas assez du tout. Moi, je suis surpris de voir que tu connais plein de gens sous lithium. Il doit y avoir un petit cluster de psychiatres au taquet dans la région.
Mais sinon, c'est en train de crever petit à petit le lithium. Alors, c'est pas que s'il y en a de moins en moins, mais clairement, il y en a beaucoup moins que des neuroleptiques. Et c'est pas justifiable scientifiquement. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis pas trop guidelines. Je pense pas que ce soit très faisable de faire des recommandations. À mon avis, elles sont pour les médecins traitants. Et c'est très bien. Mais toutes les guidelines sont d'accord pour dire que c'est le lithium en premier. C'est, Mais il faut un psychiatre avec lequel il y a de l'accroche parce que ça donne des effets secondaires avant de marcher. C'est lent. Et les gens sont pas patients et ils ont raison. Voilà. C'est ça. Mais tu l'as évoqué justement, Michael, c'est le fait qu'il y a des effets secondaires. Et nous, nous, c'est ce qu'on voit énormément. En fait, t'as les effets secondaires, c'est hyper dur. Et justement, je ne peux pas passer justement après les effets secondaires, de se dire, je continue, je garde. Quels sont d'ailleurs les effets secondaires qui sont... En fait, il y a les effets donc, secondaires qui sont anormaux, on va dire, et ceux, à la limite, bon, ça reste logique, ça reste normal, et donc, on peut faire avec. Déjà, quels sont les effets secondaires et comment est-ce qu'on peut savoir si justement il y a un problème et c'est pas un effet secondaire normal? Alors, sur les effets secondaires, c'est toujours les mêmes questions. C'est quels sont les effets secondaires que les médecins remarquent, que les études remarquent, ou dont les patients se plaignent, ou alors qui font que les patients l'arrêtent. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes choses dans les quatre catégories là. Les effets secondaires, il y a deux types. Il y a des nuisances. Si je tremble un peu, c'est une nuisance. C'est pas grave. Ça peut être très mal vécu, mais c'est pas grave. Je pourrais trembler de cette façon-là. C'est pas gênant. Si jamais j'urine 4 litres par jour, c'est une nuisance et ça ne peut pas se maintenir. Mon rein va finir par pas tout à fait tolérer ça pendant 25 ans. Et donc, faut classer au moins de cette façon-là qu'est-ce qui est du domaine de l'inconfort, même si c'est très inconfortable, hein, d'accord? Et qu'est-ce qui est du domaine de l'intolérable parce que c'est médicalement pas pertinent. Moi, si je suis sous chimio et que je vomis tripes et boyaux tous les jours, si jamais je reste en vie, ça me va. On est d'accord? Et donc, c'est pas juste l'effet secondaire, c'est le ratio effet secondaire versus bénéfice du traitement qui se pose. Et au début, vu que les gens ils n'ont aucun bénéfice, le ratio il est très mauvais. Les effets, à mon avis, ce qui coûte le plus, c'est les effets secondaires qui font que les patients l'arrêtent. Et il y a les tremblements. Et ça, c'est très clair. Il y a les tremblements de l'intoxication au lithium qui sont des tremblements très amples qui sont relativement inquiétants, mais c'est normalement géré ça. Et donc les tremblements les plus fréquents, c'est les petits tremblements fins d'intention quand je me sers de quelque chose. Donc le classique, c'est je me plains de tremblements, je vais chez le psychiatre, il me met les mains sur le bureau, je tremble pas et on se dit que c'est pas gênant, mais en fait quand je prends un café juste après, je tremble comme une feuille. Bon, il faut arrêter de prendre de café, mais ça c'est autre chose. Il y a les tremblements, il y a la soif et le fait d'uriner souvent, qui au début peut être ingérable, hein. Moi, la première fois que j'en ai pris, je pissais 3 litres par nuit, donc ça s'est très vite arrêté. Il y a les effets cognitifs où les gens se trouvent ralentis, ils ont du mal à réfléchir, etc. Et là, le souci, c'est qu'il y a des gens qui sont en phase haute et qui redescendent, et c'est très dur de faire la différence entre les problèmes cognitifs de la maladie, du lithium, de l'état. Sur le long terme, clairement, c'est ce qui donne le moins de problèmes cognitifs. Mais les gens en aigu, ils n'aiment pas trop ça. Et après, il y a la prise de poids. Et là, moi, mon message aussi, il y a un deuxième truc que les gens doivent retenir, c'est que c'est compliqué à s'arracher les cheveux. Parce que ne serait-ce que la prise de poids sous lithium, ça peut être les gens qui ont plus soif et qui tournent au Coca-Cola ou à des boissons sucrées, et du coup, le poids peut prendre une ampleur incroyable très rapidement. Ça peut être le fait que ça peut donner un peu d'œdème au début. Et du coup, c'est possible de prendre 2-3 kilos, mais c'est pas de la masse adipeuse, c'est de la flotte. Ça doit être géré, mais ça va partir. Il y a le fait que ça peut donner faim. Il y a des gens qui ont une faim ingérable sous lithium. C'est pas le plus fréquent, mais il y a des gens qui ont une faim qui est problématique. Et puis, ça peut donner aussi extrêmement soif parce que c'est du sel de lithium, mine de rien. Donc, il y a du sel de table dedans, donc ça donne soif, hein. Et donc, il y a pas mal de choses qui jouent. Parfois, il y a un mélange des quatre. Et vous ne pouvez pas être psychiatre sans gérer les effets secondaires. C'est inenvisageable. C'est pas le médecin traitant qui va gérer. Mais en fait, tous ces effets secondaires-là, ils se gèrent. Toutes les nuisances se gèrent, sauf la dégradation rénale.
Et donc, il y a des patients qui vont avoir les reins qui vont sauter sous lithium. Mais, et là c'est crucial, d'avoir un trouble bipolaire, ça massacre les reins aussi. Ok. Parce que c'est des patients qui ne dorment pas bien, ne s'alimentent pas de la façon la plus néphroprotectrice, ne font pas leur bilan sanguin régulièrement, ne vont pas forcément chez le médecin, il y a des produits, il y a des substances, etc. Et donc en fait, si vous regardez les dégâts du dépacote sur les reins chez un patient atteint d'un trouble bipolaire et vous comparez avec les dégâts du lithium, la différence, elle n'est pas massive. Elle est présente, mais elle n'est pas massive. Et malgré cette différence, les gens vivent beaucoup plus longtemps sous lithium que sous dépacote. Donc en fait, le lithium, les effets secondaires, ils sont en moyenne gérables, sauf les risques rénaux. Et ça, c'est sur le long terme et c'est des surveillances. Mais moi, par exemple, là, je suis des patients et j'ai plein de patients où la fonction rénale se dégrade et ils sont pas sous lithium. Parce que, en fait, d'avoir un trouble bipolaire, c'est problématique sur le plan rénal, la tension, etc., etc. Donc, faut essayer de nuancer quel effet est grave, quel effet est pas grave, et dans les pas graves, lesquels sont gérables ou pas. Et en fait, ils gèrent à peu près tous. Et une question que je me pose, parce que le lithium, ça prend du coup assez longtemps à faire effet. Est-ce que au début, lorsqu'on commence en traitement au lithium, est-ce que on prend un autre traitement à côté? Comment ça se passe habituellement? Ça dépend des patients, ça dépend de l'état actuel. Les gens qui sont en phase maniaque à l'hôpital, on leur donne un deuxième traitement à côté parce que il faut qu'ils sortent le plus vite possible et ils ont le cerveau qui brûle littéralement. Donc on est sur une urgence neurologique presque, hein. Donc le temps presse. Les dépressions aiguës, le lithium seul, ça paraît assez optimiste parce que sur le traitement de la dépression aiguë, c'est pas terrible. Sur la phase hypomane un peu mixte ou quelque chose qui reste sur en extérieur mais qui est en train de s'abîmer un peu ou l'entourage commence à en avoir marre, l'arrêt de travail est imminent, etc. Ça paraît un peu optimiste aussi parce que c'est le plus lent. Et donc en fait là, le, à mon avis, la bonne pratique, c'est de mettre le lithium comme quelque chose qui va faire son petit truc dans son coin. On laisse gérer, hop, et on essaye de gérer autrement en attendant. Alors, il y a des patients qui, sous lithium, sont en rémission en 2 semaines, hein. Enfin, il y en a, c'est clairement pas la majorité, et c'est bien de faire comme si ça n'est pas se passer, quitte à arrêter l'autre traitement à côté. Mais effectivement, quand le temps presse, et souvent le temps presse un peu, on, on essaye de mettre autre chose. Après, il y a des patients qui sont sur le spectre, qui font des dépressions récurrentes, qui ont fait une phase hypomane il y a 25 ans, qui est passée sous les radars. Et on peut mettre du lithium, on n'est pas forcément pressé. Le patient arrive à dire, en fait, hein, il arrive à dire est-ce qu'on est pressé ou pas, et s'il y en a qui ne sont pas pressés, qui préfèrent y aller un traitement à la fois, et quand c'est possible, c'est toujours l'idéal. Oui, parce qu'on sait en fait quel traitement fonctionne et on n'a pas le doute, en fait, c'est un peu ça. C'est ça. Parce que d'en mettre deux à la fois, c'est très bien, mais quand il faut arrêter l'autre, en pratique, ça se fait, hein, mais il y a toujours la question de est-ce que je vais parchuter, si je vais moins bien, est-ce que c'est le sevrage, est-ce que ça va passer, est-ce que c'est une rechute, donc, mais bon, il y a des fois où on fait pas de la recherche, hein. Si les gens vont mal, on met du traitement, hein. Tu fais un AVC, tu arrives en réa, le mec il te met tout, hein. S'il y a des trucs qui servent pas, on verra plus tard. Et il y a des fois où on n'est pas si loin que ça de cette situation, je pense. Et il y a un truc aussi dans le lithium, c'est que ça demande un suivi médical et un suivi avec des tests sanguins. Enfin, dis-moi si je me trompe, hein. Mais comment est-ce qu'on peut faire côté personnes concernées par les bipolarités pour justement s'assurer de bien faire tous ces contrôles et justement de bien gérer les choses, donner les bonnes informations à son psychiatre? Ah bah, normalement, c'est le boulot du psychiatre, ça. C'est-à-dire que le psychiatre doit avoir des connaissances de physiologie rénale de base. Enfin, c'est indispensable. Il faut connaître le trajet du lithium dans le rein. Il faut faire les prises de sang tous les 6 mois, une fois qu'on est à peu près stable.
Néanmoins, tous les patients sous neuroleptiques, là, c'est des glycémies et des surveillances de sucre dans le sang tous les ans. Normalement, c'est ça. Parce que ben, c'est diabétogène, ça peut entraîner des dérèglements glycémiques qui sont très bien décrits, hein. Et donc, en fait, le lithium ne rajoute qu'une prise de sang par an supplémentaire. Au début, les prises de sang sont plus régulières. En moyenne, il y en a 3, 4. Et après, c'est tous les 6 mois. Mais par rapport à un autre traitement, en fait, c'est qu'une prise de sang plus par an. Donc, alors, la vérité, c'est qu'en France, les psychiatres ne font pas une prise de sang tous les ans chez les patients qui sont sous psychotropes, hein. Mais la motrigine mise à part, le reste, c'est des prises de sang tous les ans, hein. Des pacotes, c'est tous les ans. Les neuroleptiques, c'est tous les ans. Le lithium, c'est tous les 6 mois. Mais en fait, la différence n'est pas si importante que ça en termes de contraintes. Et ça m'avait fait penser aussi, parce qu'on parle pas mal des effets secondaires, qu'est-ce qu'on peut faire côté personnes concernées pour essayer de limiter ces effets secondaires? Alors, tu parlais d'un truc assez simple, mais déjà, lorsqu'on a soif, de boire de l'eau et pas boire autre chose. Mais est-ce que tu as d'autres conseils par rapport à ça? Ouais, alors moi je suis un vrai bipo des bouquins. C'est-à-dire que si je dors pas bien, eh ben, je suis odieux et je peux décompenser sur 4 nuits de sommeil pourri, il n'y a aucun problème. Ça, je veux dire, il n'y a aucun souci. Et donc j'ai une vie de moine. C'est-à-dire que je me couche à peu près à la même heure, je bouffe à la même heure, je fume pas, je bois pas, je paye mes factures, je fais tout comme un vrai moine tibétain. Et c'est pas parce que je suis plus malin que j'ai plus de volonté. Moi, j'ai horreur de l'alcool. Je déteste la clope. Et du coup, je pourrais pas devenir dépendant à l'alcool, même si je le voulais. Je pense que les patients doivent avoir ça en tête, qu'il y a une partie de chance dans la vie vis-à-vis des substances psychoactives. Si j'adorais l'alcool, ce serait plus dur de rester abstinent. Mais il n'y a pas beaucoup de maladies où vous pouvez foirer complètement la prise en charge rien qu'avec votre comportement. Là, je sais pas moi, mon fils, on lui a fait une opération cardiaque, il peut pas aller arracher les sutures, c'est pas possible, il peut pas mettre ça en échec. Les règles pour gérer les effets secondaires avec le lithium, en fait, c'est des règles qu'il faut essayer de mettre en place dès qu'on est atteint de la maladie, avec ou sans lithium. Les boissons, alors moi j'adore le sucre, hein. Moi je suis à McDonald's tous les jours si je le peux, je pense que ça fait partie de la maladie aussi. Je tourne au Nisti Pêche dès que j'ai l'occasion. Mais en fait, bah, c'est neurotoxique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est pas bon pour la santé ni pour l'humeur. Le fait de s'hydrater et de faire gaffe à son rein, ben, en fait, ça passe sur les mêmes choses. Donc, le sommeil régulier, pas de tabac, pas d'alcool, manger du poisson, faire du sport. Enfin, donc, en fait, c'est exactement les mêmes règles, quelles qu'elles soient. Il y a peut-être le coup de la caféine où les patients consomment de la caféine comme si c'était de l'oxygène parfois. Bon, moi, j'aime pas ça. Mais la caféine, ça fait trembler en fait. La caféine, ça fait trembler, ça augmente le système sympathique et donc c'est exactement les mêmes tremblements que le lithium. Donc il y a des patients qui doivent parfois choisir entre arrêter le café ou mettre un traitement pour les tremblements. Moi, j'ai pas d'avis, hein. J'ai des patients qui disent, écoutez, doc, je vais pas me faire chier à tout arrêter là, vous me mettez un médoc en plus, on n'en parle plus. Mais en fait, c'est des règles d'hygiène de base qui doivent être adaptées, qu'on soit sous lithium ou pas, et, et peut-être même moins, je veux dire, si vous êtes sous kétiapine, l'hygiène alimentaire vous rattrape pas. Enfin, il y a des patients, ils sont obligés d'être comme des moines tibétains pour pas prendre de poids. Et la contrainte sur le long terme entre le lithium et un neuroleptique, à mon avis, elle n'est pas si claire que ça. Je ne pense pas que c'est ça. Mais donc, pour gérer les effets secondaires, c'est les mêmes choses que pour gérer la maladie. C'est des rythmes circadiens réguliers, quoi. Principalement, c'est ça, je pense. Ouais, on revient à l'hygiène de vie. Bah, je suis curieux, enfin, tu vois, nous, on a théorisé ça comme ça, mais j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Nous, on parle un peu de piliers du rétablissement qui sont généralement du bon sens. Donc, il y a tout ce qui est hygiène de vie. Donc, quand je parle d'hygiène de vie, bon, bah, sommeil, lumière, liens sociaux, sport.
alimentation et hydratation. Enfin, vraiment les basiques. Et puis après, c'est un bon psychiatre, des médicaments, un bon psychologue, potentiellement père aidant, et puis la communication avec ses proches. Et voilà, enfin, dans l'ensemble, enfin, communication avec des proches, des personnes concernées potentiellement, des groupes de parole, et de devenir à peu près expert de ces pathologies. Et plus on est pilier, et plus, lorsqu'une phase arrive, on arrive à peu près à la gérer et on n'a pas trop de soucis. Mais peut-être que tu as d'autres choses à ajouter, je suis très curieux. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Bah non, non, mais moi, sur le principe, c'est simple. Tu vois, faut se coucher aux horaires réguliers. C'est simple, mais encore une fois, on n'est pas tous égaux. Moi, je suis un couche-tôt. En fait, moi, à 23 heures, je suis dans le plumard et j'ai un sommeil de bonne qualité. Je dors en 5 minutes. J'ai des patients, ils sont pas sommeil avant 2 heures du mat et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont décalés. C'est des oiseaux de nuit. Et du coup, d'avoir des horaires de sommeil réguliers, c'est plus dur d'entrée de jeu. Tu vois. Vu que tu es défoncé, de ne pas prendre de caféine, c'est plus compliqué parce qu'il faut bien aller bosser. Et en fait, moi, ce que je regrette, c'est que quand on regarde dans les cours, il y a marqué hygiène du sommeil, se coucher à heure régulière, ok. Mais en fait, la thérapie sur le sommeil, c'est de la TCC, c'est de la TCC sur l'insomnie. Et les patients, ils n'ont pas accès à ça. Là, moi, où je bosse, ils n'ont pas accès. Alors, visiblement, les gens ont accès parce qu'on a des recommandations qui sont toujours sur le même sujet. Il faut faire de la TCC sur l'insomnie. Mais les gens, ils ont pas ça. En France, il n'y a pas accès à ça. Je pense qu'il y a une petite élite qui a accès à ça. Mais mes patients, ils ne peuvent pas payer 1000 euros de thérapie sur l'insomnie. Et du coup, il y a un décalage énorme entre les ressources qui sont investies dans les médocs, où tu peux avoir accès à de la kédiapine, il n'y a pas de souci, mais tu peux pas avoir accès à de la thérapie sur l'insomnie, tu peux pas avoir des bases de nutrition ou de diététique sans mettre le portefeuille en, en action. Et je trouve qu'il y a un décalage énorme de ressources sur ce qu'on pourrait proposer aux patients. Et en fait, c'est marrant parce que c'est les patients qui sont en train de faire le boulot. En fait, ouais, c'est les pères aidants qui sont en train de dire aux gens, bah, écoute, quand même, faut faire gaffe comment tu dors, etc., etc. Et donc, c'est bien et regrettable que ce soit fait de cette façon-là. Mais bon, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et voilà, c'est les bipos qui le fait. Donc, on est d'accord, mais c'est vrai qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe à comment on le présente aux gens parce que c'est parfois une épreuve pour certains, parfois une évidence pour d'autres. Et c'est malheureusement souvent plus compliqué que ce qu'on aimerait. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Je parle pas de l'alcool, etc., où ça peut mettre toute la prise en charge à défaut, quoi. Et c'est pas facile, mais ça doit être fait. C'est indiscutable, à mon avis. Oui, comme tu le dis assez bien, en fait, il y a ce qui est écrit dans les bouquins et puis il y a la réalité de chacun avec un petit peu voilà, la nature de chacun. Et c'est plus ou moins difficile pour toi que pour moi sur certaines choses. On va dire que, je sais pas, tu vois, moi, au niveau du sucre, je n'ai pas particulièrement de problème. Mais c'est vrai que c'est intéressant et je pense qu'il faut se poser la question de, voilà, en tant que personne bipolaire, on va avoir des trucs qui vont être plus durs, où il va falloir faire, entre guillemets, encore plus d'efforts. Et c'est pas toujours simple, hein. Je sais pas comment toi tu fais, parce que moi, du coup, je suis pas médecin. Je fais de la péridance aussi à côté. C'est vrai que je me suis un peu formé sur le tas avec des associations et autres. Mais c'est vraiment beaucoup, en fait, déjà donner espoir et puis de permettre à la personne de se rendre compte que, en fait, il y a plein de monde qui sont rétablis et c'est un peu, voilà, d'avoir ce déclic, de se dire, en fait, c'est possible et je peux le faire moi. Je sais pas comment toi tu fais avec tes patients par rapport à ça. Ah bon, on fait la même chose, tu vois. Moi, je t'allais te répondre, je donne de l'espoir. Et après, ça se fait en moyenne, ça se fait, en moyenne, ça se fait. En moyenne, ça se fait. C'est comme le diabète, tu vois. Si tu prends pas les médocs et que tu fais n'importe quoi avec la nourriture, le diabète, ça peut se terminer par une amputation bilatérale à 35 ans. Il n'y a aucun problème, hein. Ça peut être dramatique. Mais à partir du moment où les gens collaborent avec leurs soignants, que ce soit le psychiatre, le psychologue ou l'entourage, ce que vous voulez, et que
Ils essayent les traitements jusqu'à en trouver un qui leur convient. Parfois, ça prend 2 ans, hein, mais la moyenne, c'est 2 ans, hein. D'ailleurs, c'est pas un truc qui se fait en un mois. Et qui nous lâche pas et qui désespère pas. En moyenne, le pronostic, il est bon. Et c'est pour ça qu'il faut le diagnostiquer à temps, parce que tu vois, si tu as un cancer du pancréas, tu peux le diagnostiquer 3 mois plus tôt, ça ne change pas malheureusement énormément de choses, sauf si les chiffres ont changé, je dis peut-être des conneries, mais vu que le pronostic est bon et que ça se traite, voire ça se soigne pour certains patients avec le lithium, il faut diagnostiquer tôt. Et il ne faut pas se décourager si le premier traitement ne marche pas. Moi, c'est ça, hein. Tu vois, aujourd'hui, j'en ai vu 5. On a mis un traitement parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et ça ne marche pas. Et ils sont désespérés, les patients. Mais ils sont malades. Ça fait 25 ans qu'ils sont malades. On a mis le traitement, ça fait 2 semaines. On en met un autre. Et puis, tout le monde est passé par là. Enfin, on a tous eu le truc, hein. Il y en a peut-être un sur 10, un sur 20 qui a eu le bon traitement dès le début. Tac. Mais sinon, on a tous galéré. Et c'est normal, et c'est pas parce que là c'est la catastrophe que ça le sera comme ça toute la vie. Et moi je fais pas des soins palliatifs, hein. Si c'était l'enfer comme ça, j'insisterais pas longtemps. Donc en fait on a la même chose, c'est d'abord de l'espoir, parce qu'il faudra de l'espoir pour essayer les traitements avec leurs effets secondaires avant leurs résultats. Et personne n'aime ça. Les psychiatres non plus, moi ça m'amuse pas, hein, honnêtement. Écoutez, ça va peut-être vous shooter, mais dans 2 semaines, vous irez peut-être mieux. C'est jamais agréable ni amusant. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne relation, quoi. Parce que si tu as un mec avec lequel tu n'es pas à l'aise et qui te dit tiens, bouffe ça, tu as les effets secondaires demain et peut-être dans un mois c'est mieux, ça va pas loin. C'est sûr que ça va pas loin. Donc on est assez d'accord. Mais c'est pas facile, hein, ce côté, et même la prise de médicaments. Enfin, moi, je me souviens au début, alors personnellement, je parle pas des médicaments que je prends, mais c'est vrai que ouais, de passer ce cap et d'accepter du fait de se dire, bon, bah, je vais prendre un médicament a priori toute ma vie, peut-être que dans 20 ans, je réduirai, mais bon, a priori, j'en ai pour toute ma vie. Et il faut faire ce déclic, quoi. Et c'est pas simple, hein. Comment tu fais par rapport à ça? Alors moi j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai pris, enfin comme tout le monde, je sais pas si tout le monde a fait ça, mais je pense pas qu'on s'engage pour un traitement à vie. On s'engage pour 2 semaines, et puis on s'engage pour 2 semaines après, et puis on verra au fur et à mesure. Et si jamais vous êtes stable, il n'y a pas d'effet secondaire, ou alors le ratio effet secondaire, efficacité vous convient, et que vous voulez arrêter, tout est possible, hein. Mais en moyenne, les gens, ils trouvent le bon médoc, et puis ils l'arrêtent quand ils vont mieux. Et ça, c'est normal, c'est humain. C'est pas être un mauvais patient ou être réfractaire ou je sais pas quelle autre considération là. Et puis ceux qui arrêtent, il y en a qui vont très bien. Moi, j'ai des patients, ils vont très bien. Franchement, j'ai des patients, ils n'ont aucune raison d'aller bien et ils sont en pleine forme, ils n'ont pas chuté. Qu'est-ce que je les croise dans la rue? Ah bah, ça fait 5 ans que je vais très bien, vous aviez tort. Enfin, et puis, il y en a, ils arrêtent et c'est un désastre. Et puis, ils reprennent. Et en moyenne, ils font ça, les gens. Personne prend un médoc à vie comme ça, paf, du premier coup, sans essayer d'arrêter. C'est rarissime. C'est rarissime. Donc, moi, j'ai arrêté une fois, j'ai arrêté 2 fois. Et puis, ma femme m'a dit, si tu arrêtes de nouveau, je me casse. Et c'était même pas une menace. Franchement, c'était vraiment une information. Tu vois, genre, écoute, il faut qu'on paye les impôts à la fin du mois et si tu les arrêtes de nouveau, je me barre. Et ça m'a aidé parce que j'ai arrêté de me poser la question, en fait. Tu vois, moi, je me suis mis un autre objectif. Moi, quand je meurs, je veux qu'à mon enterrement, les gars, ils soient là et ils disent, putain, le mec, c'était un bon père, il était un bon médecin, il était un peu excité du bulbe, mais il était sympa en fin de journée. Je veux pas qu'il y ait marqué si Michael, il a réussi à n'avoir que 3 médocs ou il a réussi à avoir un demi-comprimé au lieu de 2. C'est pas ça qui compte pour moi. Et je pense que le vrai clic, il se fait là, tu vois, où tu arrêtes de te battre et tu dis que tu veux te remplir tes objectifs et tu pourras peut-être pas être un père aimant et un bon médecin et être sans médoc. Et s'il faut choisir, je choisis de prendre les médocs tous les jours. Donc moi, je prends des médocs à 8 heures, à 10 heures, à midi, à 18 heures, à 19 heures le soir et à 23 heures. Et quand je fais mes valises, c'est ce que je prends en premier. C'est-à-dire
Des fois, je pars en vacances chez les médocs, j'ai pas les slips, mais j'ai les médocs. Et ça se passe très bien, je suis en pleine forme, hein. Voilà. Ouais, mais c'est beau à entendre parce que, au final, enfin, je pense qu'on est tous différents, mais il y a un peu ce concept de, bah, il y a toi avec les médicaments, sans les médicaments, moi c'est pareil, hein. Et en fait, tu te rends compte que, bon, bah, a priori, c'est mieux avec les médicaments. Donc voilà, tu t'adaptes, mais c'est un chemin personnel. Et j'aime bien la manière dont tu le racontes parce que parfois, j'ai l'impression qu'on se culpabilise pour certaines choses, notamment sur l'hygiène du sommeil, et se culpabiliser, enfin, ça aide rarement. C'est souvent plus négatif qu'autre chose. Alors que voilà, on est humain. Alors, toi, t'es moine, mais moi, je suis humain. Et du coup, on a le droit un petit peu aussi d'avoir des moments où on est un peu moins bon. Mais bon, après, je fais relativement gaffe, hein. J'ai plutôt une bonne hygiène, mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Mais oui, donc j'aime bien l'entendre. Et c'est vrai que c'est. Comment tu fais d'ailleurs par rapport au fait d'être à la fois concerné par la bipolarité et à la fois psychiatre? Enfin, parce que ça doit être hyper intéressant en termes de justement de relations avec tes patients. Comment ça se passe? Bah, mm, moi, je suis bipolaire stable. Alors là, c'est l'été, donc dès qu'il y a le changement d'heure, je suis un peu excité pendant un mois, mais après, ça se calme. Et l'hiver, j'ai un petit coup de mou pendant un mois, mais ça, sinon, je suis stable. Et après, j'ai un tempérament hyperthymique. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que c'est, ça. C'est les tempéraments par-dessus. Et du coup, bah, je suis un peu à fond tout le temps, quoi. Mais ça, c'est comme ça. Tu vois, c'est mon truc. Et mon truc, c'est la psy. Moi, j'adore la psy. Vraiment, j'adore la psy. Je fais que ça. Euh, j'ai pas trop de potes parce que je parle que de psy. Donc, tu vois, c'est soit des psychiatres, soit enfin, tu vois, donc je fais un peu que ça. Et en fait, j'adore voir les patients, quoi. Enfin, vraiment, c'est mon truc. Si tu veux, j'adore voir les patients. Les seuls patients qui m'intéressent pas, c'est les patients qui vont bien. Quand tout roule, honnêtement, franchement, bah, ça m'intéresse plus, quoi. Je vais être, alors, ça en saucera peut-être quelques-uns, mais si enfin, tu vois, t'es cardiologue, le gars, il a une arythmie gravissime, machin, tu passes des années à le gérer, et puis maintenant, il vient, il a son ECG qui est nickel, bah, il y a le fait de discuter un peu, parce que c'est sympa, tu vois, tu prends des nouvelles et tout, mais sinon, il te fout dehors en 10 minutes. Et c'est l'idée. Moi, je veux ne plus voir mes patients. Tu vois, je veux qu'ils soient le plus loin de moi possible. Je veux qu'ils viennent tous les 6 mois avec leur prise de sang de lithium ou tous les ans et qu'ils me disent, écoutez, docteur, c'est nickel, j'ai mieux à foutre. Il y en a, ils restent même pas, ils s'assoient même pas. Ils disent, je fais nickel, ça va très bien, hop. Et l'idée, tu vois, c'est ce que je dis aux patients. Si vous voulez me voir le moins souvent, il faut que vous puissiez prendre vos médocs, me dire ce que vous prenez pas, etc., etc. Mais l'idée, c'est ça. Et donc, en fait, moi, comment je fais, ben, c'est juste que j'adore ça. Tu vois. Donc, j'aimerais bien dire que c'est de la discipline et que machin, bidule, mais non, j'adore ça. Quand les patients chialent, je chiale avec eux. Quand ils me disent j'en peux plus, je leur dis mais je sais exactement de quoi vous parlez. Je le dis pas à tout le monde. C'est pas écoutez, voilà, je suis bipolaire, moi aussi. Je raconte pas ma vie, mais tu vois les fois où il y a besoin d'espoir et, et, et c'est sur les patients bipolaires en moyenne qu'il y a besoin d'espoir, franchement. Ils arrivent, ils ont fait leur 30e dépression, tu es le 4e psychiatre, tu leur dis, écoutez, on va essayer un autre médoc, ça va peut-être marcher là. Les mecs, ils y croient plus trop et c'est normal. Et c'est ça qui fait que je suis efficace, tu vois. Parce que ma kétiapine, elle marche pas mieux que la kétiapine du voisin. J'ai la kétiapine, hein. Mais grâce à cette histoire-là, j'arrive parfois à avoir un peu plus d'espoir que je l'aurais eu. Et vu que je me suis tapé les effets secondaires, bah, je fais plus gaffe aussi. Et les patients, ils sont reconnaissants, je trouve. Tu vois, il y en a qui disent, ah bon, on m'avait pas prévenu que ça faisait prendre du poids. Je dis, oui, ben moi je sais, tu comprends. Et, et du coup, bah, je suis très content de ma vie en tant que médecin là. Je suis très content. Je sais pas si ça répond à ta question, mais je le fais Ouais, parce que j'adore. mais ça se sent, hein, le côté, le bonheur, et c'est beau à entendre. J'ai j'ai une autre question au niveau du lithium. Il y a aussi potentiellement des interactions qui peuvent être dangereuses avec autre chose.
Et c'est vrai que c'est un truc dont on a un peu toujours peur quand on commence à prendre des médicaments. On sait que bah, voilà, ça peut avoir des impacts si on consomme aussi potentiellement bah, d'autres substances, hein, ça peut être, je sais pas, alcool ou autre. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs où il faut faire un peu plus attention ou comment ça se passe? Alors oui, c'est une excellente question. Ne serait-ce que parce qu'il y a un médecin qui vient d'être condamné parce qu'il a mis un diurétique alors que le patient il était sous lithium et que le patient s'est abîmé le cerveau avec le lithium. La toxicité du lithium sur les reins, elle est portée principalement par la prescription de médicaments qui vont diminuer son élimination. C'est avant tout ça qui fait qu'il y a des problématiques de reins sous lithium et d'intoxication au lithium, c'est principalement ça. Une problématique de reins sous lithium, c'est soit sur le long terme, soit intoxication au lithium aiguë, et là, c'est la prescription de médoc. Euh, Moi, sur toutes mes ordonnances de lithium, mon logiciel il est paramétré, il sort automatiquement la liste des médocs qu'il ne faut pas prendre sans qu'il y ait un avis médical. Donc, honnêtement, en fait, c'est simple. Il ne faut pas prendre de médoc qui est écrit sur la liste sans en parler à un médecin. Et puis, faut pas prendre de compléments alimentaires, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire en tant que patient atteint de troubles de l'humeur non plus. Il faut demander lesquels on prend, mais il faut demander parce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont des antidépresseurs. Donc le classique, c'est le millepertuis, là. Et moi, j'ai des patients qui sont morts parce que ils ont pris le millepertuis, ils ont fait une phase maniaque, puis ils se sont suicidés au milieu. Enfin, donc en fait, vraiment, hein, il y a des neuroleptiques cachés, il y a des antidépresseurs cachés. Le tramadol, par exemple, c'est un antidépresseur caché. Et donc, moi, tous les patients, c'est vous prenez quoi comme traitement? On fait la liste. Et sur mon ordonnance à moi, il y a la liste des autres médecins. Comme ça, il n'y a pas de boulette. Donc, en fait, je pense que c'est un vrai problème. Enfin, il n'y a pas de doute. Il faut faire gaffe. Mais le problème est facilement évitable. C'est principalement les diurétiques, donc les antihypertenseurs qui vont faire que pour baisser la tension, on élimine plus de flotte et les anti-inflammatoires type ibuprofène, kétoprofène, etc. Si ceux-là ne sont pas pris, c'est déjà bien, mais enfin, moi, mes patients, je leur dis, vous prenez pas de traitement sans que je sois au courant. Et parfois, il y a des patients où on leur fait une opération et on leur donne du tramadol et en fait, ils deviennent insomniaques et mixtes, etc. Enfin, les exemples sont légion, hein. Donc, en fait, encore une fois, là, le fait de prescrire le lithium ne change pas grand-chose parce que même sous un autre traitement, bah, faut faire gaffe avec ce qui est pris, quoi. Ouais, et au niveau, parce que oui, il y a le côté médicament, au niveau de, parce que l'air de rien, bon, je peux le raconter, hein, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais tendance à fumer de la weed. Et je me rappelle, c'est à l'époque où enfin, j'avais commencé à faire des premières dépressions et je ne savais pas que j'étais une personne bipolaire à l'époque. Mais il y avait un peu le côté où j'avais peur de prendre quelques médicaments qui soient. Donc à ce moment-là, ils me prescrivaient des antidépresseurs que je ne prenais pas vraiment d'ailleurs. Enfin, C'est j'allais voir un psychiatre. Généralement, au bout d'un quart d'heure, c'était bon, prends des antidépresseurs. Je sortais de là, je me dis, attends, je ne vais pas prendre des antidépresseurs, je ne sais pas le pourquoi du comment, je ne sais pas comment ça va interagir avec ce que je fume. Et du coup, j'en ai jamais vraiment pris. Jusqu'à une dépression, là, il y a bah, quelques années. Et à ce moment-là, j'ai pu être diagnostiqué comme personne bipolaire. Et là, j'ai compris, mais bon, j'avais arrêté la weed depuis très longtemps. Mais voilà, et est-ce que justement, là, je parle de marijuana, du coup, mais au niveau de l'alcool, mais même au niveau potentiellement de d'autres substances, est-ce qu'il y a des trucs où il faut faire particulièrement attention? Alors non, en fait, toujours la même réponse. Je suis désolé, je suis un souillard chiant, mais il y a les interactions vis-à-vis du lithium qui vont faire que le lithium est plus ou moins éliminé. En fait, il y a la caféine, où la caféine, c'est un diurétique, donc si jamais, c'est un diurétique osmotique, c'est encore autre chose, mais si vous prenez plein de café, le lithium est plus éliminé. Il faut être sur des consommations de café qui sont de toute façon pas très bonnes, honnêtement. Sur le plan de l'humeur, je recommande pas d'arriver à ces dosages de caféine-là. Et après,
la cocaïne, la MDMA, l'ecstasy, euh, les amphetamines, ce que vous voulez, sur le plan du lithium, il n'y a pas de toxicité augmentée avec le lithium. Si vous êtes stable et que vous prenez ça, ça pose souci parce que la maladie peut flancher. Parce que le lithium à côté de la MDMA, honnêtement, c'est léger, hein. Je veux dire, ça suffira pas à empêcher un malheur. Le seul vrai problème, c'est l'alcool, où quand vous avez des consommations d'alcool qui peuvent être considérables, il peut y avoir des moments de déshydratation où là, le rein a pas assez de flotte pour fonctionner et du coup, il va peut-être éliminer un peu moins de lithium. Donc, il y a ça à surveiller, effectivement. Euh, c'est c'est patient dépendant, ça. C'est vraiment patient dépendant. Mais le problème, il n'est pas sur le risque toxicité du lithium, il est sur le risque de la toxicité sur la maladie. Où, malheureusement, le cannabis. Enfin, moi, je suis contre le cannabis. Je suis. C'est comme les scie sauteuses et la dynamite. Je ne suis pas contre en soi, mais en accès libre, je pense que c'est pas une très bonne idée. Et je pense que c'est pas aux patients atteints de troubles de l'humeur de payer la liberté des autres. Mais ça, c'est un autre sujet. On va pas. On n'est pas rendu. Et justement, tu me fais penser, parce qu'on aime bien terminer par cette question. Je pense qu'on pourrait parler des heures et au plaisir d'ailleurs de refaire un podcast ensemble. Je pense qu'on a plein d'autres sujets. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale? Il en faudrait 20, hein. Des baguettes. Deux. Alors, moi, je vais être très franc là, c'est le patient qui parle. Moi, j'aurais foutu un patient à côté du ministre de la Santé mentale. Je crois qu'il y en a un, j'imagine qu'il doit y en avoir un. Ouais, il doit bien y avoir un mec qui gère la santé mentale plus que le reste, non? Il y a quelqu'un, en fait, c'est pas un ministre officiellement, mais justement, on discute sur le sujet pas plus tard que cette semaine avec, avec des Ah, d'accord. députés. Mais, Ok. Ben voilà, moi j'aurais foutu un patient et pour valider le truc, il faudrait qu'il soit deux à appuyer sur le bouton, tu vois. Je pense que ça ferait un bien de dingue. Genre, mais un patient stable et qui a galéré, tu vois, mais un patient élu par les autres patients. Bon, après, chacun fait son trip, mais il y a des trucs qui sont, à mon avis, complètement déconnectés. Et complètement déconnectés de chez déconnectés, quoi. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu de passion dans le lot. Et deux, je vais parler médoc. euh, je pense qu'il faudrait revoir tous les remboursements des médicaments dans le Vidal pour la psychiatrie. Tous. Il faudrait tout revoir. Parce que là, demain, tu prends du lithium. Ça marche. Mais ça marche. Tu vois, t'es nickel. Il n'y a aucun symptôme résiduel. T'es fonctionnel. T'es retour casse-départ. La vie t'appartient. Mais tu trembles un peu, ça te fait trembler, putain, ça te fait trembler, rien à faire. T'as arrêté la caféine, t'as essayé libération immédiate, prolonger la moitié le mélange, ça fait rien, tu trembles un peu et tu pisses 3 litres par nuit. Il y a une solution, des solutions qui sont utilisées et décrites dans la littérature depuis des décades. Tu vois. C'est pas genre on va essayer l'hydroxychloroquine dans le Covid, c'est des trucs connus de chez connus, mais ça n'a pas la MM. Parce que le labo, il a créé l'athénolol par exemple. pardon, l'AM, c'est Ah, quoi? excuse-moi, c'est l'autorisation de mise sur le marché. En fait, et là, et franchement, faut qu'on prenne les 5 minutes que ça va prendre, c'est essentiel. Pour faire un, je sais pas si c'est possible ou pas, c'est possible? Ouais. Pour qu'un médicament soit autorisé et que tu puisses l'avoir dans le Vidal, il faut que le laboratoire ait fait 2 études qui montrent que ça marche. Les études sont faites par le labo. S'il en fait 5 et il y en a 3 qui ne marchent pas, mais 2 qui marchent, c'est quand même Gucci, hein. Ça peut arriver dans le Vidal, il n'y a pas de souci. C'est des études faites par le labo, donc t'inquiète qu'il y a légèrement des petits biais et des conflits d'intérêts, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc par exemple, l'athénolol qui est un traitement pour gérer la tension et qui baisse la tension, qui diminue les tremblements sous lithium, les études, elles ont été faites. Ça a été fait il y a des années et maintenant c'est un générique. Le labo, il n'en a rien à foutre des patients qui tremblent sous lithium.
il fera pas de fric avec, il va pas refaire des études qui coûtent un bras pour montrer que ça marche, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Ok. Donc toi, si tu es sous lithium et que je te file de l'athénolol, c'est en dehors de l'AMM. C'est pas parce que ça marche pas, c'est pas parce que c'est dangereux, c'est pas dans l'AMM parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier du laboratoire à faire des études dessus. Ok. Et donc les gens confondent, les médecins et les pharmaciens confondent l'AMM et de la médecine fondée sur les preuves. Donc aujourd'hui, tu fais une dépression. Le seul médicament qui a l'autorisation d'utilisation dans la maladie bipolaire, dans une dépression aiguë, c'est la kétiapine. Le reste est hors AMM. Donc, tu es niqué, en fait. Il faut soit que le pharmacien soit sympa et dise, bon, bah, le pramipexole, ça peut marcher, on va dire que oui, il y a plein d'études dessus, soit tu dois casquer, tu dois sortir du fric. Donc, tu es sous kétiapine, tu réponds nickel, mais tu as une faim ingérable. Et le psychiatre, il te donne de la metformine. La metformine, ça a plus de 60 ans. La sécurité d'emploi de la metformine est connue. C'est compliqué de trouver un médicament avec aussi peu d'effets secondaires dans le Vidal. Tu vois. Mais il n'y a plus de labo sur la metformine. C'est du générique, c'est fini. Donc, jamais ce sera dans le Vidal avec l'indication tu peux perdre du poids avec ou tu peux limiter la faim. C'est pas des amphètes de la metformine. Tu files ça à ta grand-mère pour qu'elle perde du poids, ça ne marchera pas. Il faut prendre des psychotropes. Sinon, ça ne fait rien du tout. Okay, mais ça n'arrive pas. Et donc, en fait, les patients aujourd'hui, ils ont des traitements. En France, on a un retard de dingue sur les traitements. Là, on a reçu un nouveau somnifère. Il est sorti il y a 22 ans aux États-Unis. Donc, quand on dit qu'on a 30 ans de retard en France en psychiatrie, on est à peu près correct, tu vois, ça se vérifie. Et les patients, il y a des solutions pour les effets secondaires. Mais moi, aujourd'hui, j'ai des patients qui doivent payer de leur poche alors qu'ils sont en ALD, parce que le labo n'a pas d'intérêt à le faire et que le Vidal ou l'ANSM ou une autre entité qui a ce genre de pouvoir a décidé que ça ne pouvait pas être utilisé comme ça. Et je trouve que c'est complètement hallucinant. Donc si j'avais une baguette magique, je changerais ça et je leur écraserais sur la tête le plus fort possible. Voilà. Ouais, mais c'est des vrais sujets. Et, enfin, moi, je suis quelqu'un de très. On parlait des sports tout à l'heure, Michael. Voilà, je me dis, il y a des très belles personnes, comme toi d'ailleurs. Enfin, c'est une superbe rencontre. Et je voulais vraiment te remercier et te réitérer l'invitation. Je pense qu'on a beaucoup de sujets à évoquer ensemble. Je te laisse dire le mot de la fin, si tu veux dire au revoir. Bon, non, merci de m'avoir invité. C'est toujours sympa. Donc c'est quand tu veux qu'on refait. Moi, t'as vu, je peux tenir, je peux tenir des heures. Et puis voilà, bon courage. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.